Ah, Eh bien, merci à tous d'être toujours plus nombreux à notre 31e matinale pro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Henry, qui est le fondateur et responsable éditorial de la maison d'édition La Boîte à Bulles. Vincent est un éditeur éclectique qui ne s'interdit rien, qui peut aborder tous les sujets, toutes les thématiques, aussi bien des romans graphiques que de l'humour, des livres autobiographiques ou des témoignages. C'est un éditeur curieux de tout, donnant la chance à de jeunes auteurs. Aujourd'hui, le catalogue contient plus de 200 ouvrages, je ne fais pas d'erreur, voilà, avec des auteurs qui ont vraiment rencontré leur public. En quelques mots, La Boîte à Bulles, d'où ça vient, et donc d'où moi je viens un peu, peut-être. Je suis né dans les années 60, et du coup, je suis quelqu'un qui a été très marqué donc, par Spirou, puis par les premiers romans graphiques, les romans à suivre. Je dis ça parce que la plupart des jeunes maisons d'édition des années 2000 sont très inspirées de l'assaut, et moi je ne me revendique pas du tout de l'association, je me revendique beaucoup plus de l'éclectisme justement qu'il y avait dans des journaux type à suivre, où on avait des bandes dessinées très variées, avec qui avait une ambition littéraire, comme il disait, mais voilà, et donc j'ai passé les années 80 en faisant des études normales, classiques, j'ai absolument pas fait d'édition, par contre j'ai organisé un festival de bande dessinée qui s'appelait le Festival BD des Grandes Écoles, qui a été repris par Alex Alice d'ailleurs après, et Xavier Dorisson, et en fait en 99 j'ai été mis au placard dans ma carrière. J'avais une fille en couveuse, et du coup, ce genre de coup du sort vous fait un peu remettre en cause votre vie. Et j'ai commencé à jouer le web journaliste dans des startups, ce qu'on appelle des start-plouf, parce qu'elles ont toutes coulé. J'ai travaillé pour alatélé.com de Michel Field, par exemple. Donc c'était des web télé qui étaient regardés par 3 personnes, parce qu'il n'y avait pas le débit pour les regarder. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à me mettre dans le monde de la bande dessinée. Bon, j'ai écrit pour à peu près tous les journaux qui ont coulé aussi dans la période. Donc moi j'ai fait des études de gestion à la base, et du coup j'avais toujours cette envie d'un jour de produire des artistes, soit par le théâtre parce que je faisais le cours Florent, soit la bande dessinée, le dessin animé, et des choses comme ça. À la même époque d'ailleurs, j'ai proposé un scénario qui avait été accepté chez Delcourt sur le roi du Maroc, et à l'époque venait de sortir Rural d'Étienne Davodo, et Étienne cherchait des scénarios en prise avec le réel. Donc moi j'avais un truc sur... Alors La Boîte à Bulles, des fois pour m'autocritiquer, je dis c'est un peu tous les malheurs du monde. Bon. Et moi le scénario que j'avais fait en 2002-2003, qui n'a jamais été mis en image, c'était sur les geôles de Hassan II. Voilà, c'était déjà un sujet très humoristique. Voilà. Et en 2003, en tant que journaliste, je propose à 2 auteurs dont je trouvais dommage que leurs bouquins ne soient pas plus publiés, de les mettre en avant. C'était Vanilla et José Roosevelt. José qui a repris son indépendance au bout de 3-4 ans. Voilà, et c'est là-dessus que ça s'est formé, sachant que dans les années 2000, moi j'avais découvert effectivement tout ce qui était le travail de Davodo, de Joe Sacco, tout ce qui était l'Ego Comics, tout ce travail sur l'autobiographie qui m'avait vraiment intéressé. Et je vous dis ça parce que c'est toutes ces racines-là qui expliquent un petit peu ce qu'est la Boîte à Bulles. Quand j'ai commencé donc la Boîte à Bulles en 2003, tout ce qui était BD documentaire, reportage, etc. n'existait pas énormément, à part Davodo, je sais. Et à la Boîte à Bulles, il a fallu 1 an et demi, 2 ans pour qu'on ait des œuvres vraiment qui s'inscrivent dans ce registre-là. Parce qu'en fait, quand vous êtes éditeur et que vous débutez, il faut aller chercher les auteurs, puis après vous avez plein d'auteurs qui viennent vers vous, vous pouvez en chercher d'autres. Et donc pour installer la ligne éditoriale, il faut que vous trouviez des auteurs qui s'inscrivent dans votre ligne éditoriale. Donc du coup, au début, ça peut être un peu lent à mettre en place, mais pour 2-3 ans, on a commencé à avoir des livres comme Amer dans la secte, qui ont commencé à ouvrir la collection Contre-Cœur, dont on reparlera. C'est une des collections emblématiques. Bon. Malheureusement, le filon étant bon, tous les gros sont arrivés derrière, Futuropolis avec des moyens un peu plus importants que nous, et sur une ligne éditoriale un peu comparable.
Mais donc cette maison d'édition a été créée de façon bénévole par des copains et moi. Et pendant 6 ans, on a marché que au bénévolat, à part une attachée de presse à mi-temps pendant 6 mois. Et sinon, ouais, non. Mais sinon, tout le reste était sur une base de bénévolat, avec toute cette volonté, effectivement, comme tu l'as dit, de mettre en avant des jeunes talents, des jeunes pousses, en espérant qu'ils aient envie de rester, et en serrant les fesses qu'ils partent pas trop, ou s'ils partent, qu'ils réussissent bien, pour que justement nos ouvrages, leurs premiers ouvrages, puissent derrière avoir un retentissement. On sort entre 2 et 5 jeunes auteurs par an. L'an dernier, on était plutôt vers 2, et cette année, on va plutôt être vers 5. Cette année, on a une année très féminine, et très jeunes auteurs, sans que ce soit volontaire. Hein, il y a on prend les projets, on ne regarde pas si c'est des femmes, des hommes, des débutants, on ne fait pas un cocktail. Il se trouve qu'à des moments, le cocktail est un peu plus jeune auteur, à des moments, le cocktail est un peu plus auteur confirmé. Le seul point qu'on dirige, c'est que généralement, les auteurs confirmés sont plutôt en fin d'année, les nouveaux auteurs sont plutôt en début d'année. Pour des raisons d'encombrement dans les librairies en fin d'année, qui font que si on a un jeune auteur en librairie en fin d'année, on a très peu de chances que son livre soit visible. Donc la ligne éditoriale de la boîte à bulles, c'est vraiment roman graphique et carnet de reportage, centré sur le témoignage, l'intime, la poésie, le militantisme, mais aussi l'humour. Alors l'humour, un humour plutôt décalé, engagé, poétique. Voilà. On n'a pas tellement d'humour mainstream. Voilà, on est autour d'une BD qu'on pourrait appeler du réel, même si on a des fictions, mais sur les fictions, la plupart, on a une dimension intime ou poétique dedans. Vous trouverez toujours 2-3 exceptions, mais on tourne quand même toujours autour de ça depuis maintenant 10 ans. La maison d'édition, ils ont 15 ans. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, mais globalement, si vous connaissez un peu la boîte à bulles, vous avez des chances de connaître les livres qui sont là sur l'écran, qui sont un peu nos best-sellers. Alors bon, monsieur best-seller, c'est Nicolas Wilde, qui est alsacien, donc il faut normalement respecter son Hild. Voilà. En fait, la maison d'édition, elle a d'abord tenu par l'immeuble d'en face, que vous avez là, voilà, en intégrale. Donc Vanida, qui est parti après chez Dargaud, mais qui est toujours, voilà, qui a fait un livre qui avait très très bien marché, qui était la rencontre du manga et de la BD française, on va dire, du roman graphique français. Donc ça nous a permis de tenir les premières années. Parce que globalement, dans une maison d'édition, il y a quelques livres qui vous permettent de tenir, d'autres qui s'équilibrent et les autres qui sont prometteurs, on va dire. Et après, la personne qui nous a permis de nous développer, c'est Nicolas, avec ses livres, Kaboul Disco, et Ainsi se tue Zarathustra. Donc Nicolas raconte de façon très délirante sa vie à Kaboul comme dessinateur de bande dessinée. C'est un petit peu à la Guy de Lille, un peu plus déjanté, un peu plus écrit blog. Celui-là est plus construit, il est sur le zoroastrisme, une religion dont Zarathustra est le prophète. Et voilà, ce livre-là a eu le prix France Info de la BD de reportage. Voilà, ça c'est nos livres de base, on va dire, hein, avec notre prix d'Angoulême, qui est donc Simon Hérault, Un trou à l'étrange. Simon, qui est un auteur très fidèle, on le retrouve dans toutes nos collections. Il a à peu près testé tous les genres qu'on publie. Celui-là, Un trou à l'étrange, se passe en Creuse, dans un village qui s'appelle Magny-à-l'Étrange, où ce jeune homme recherche la trace de son grand-père et essaye de comprendre son lien avec une base militaire, etc. C'est entre le road movie et le polar. Voilà. Et la dernière œuvre vraiment emblématique, qui a eu aussi un prix Angoulême, mais plutôt le prix des écoles, c'est L'Ours Barnabé, qu'on a récupéré de chez Mango, où il l'avait abandonné. Et du coup, on a accueilli, on avait déjà fait des livres avec Philippe, mais alors des livres plus d'humour. Je fais une aparté, on sort ce livre-là d'humour, un petit livre en avril, de Philippe Coudray, même dessinateur, qui fait des choses très jeunesse et des trucs très abstraits. C'est marrant, là-dedans il y a un dessin très abstraction. Voilà, et donc ce livre, les intégrales de l'Ours Barnabé, ça se marche très bien, et ça marche encore mieux en Chine et aux États-Unis. Aux
États-Unis, on est à presque une quinzaine de milliers, et en Chine, on est à 15 000 par numéro, et ils ont re-signé pour en revendre. Donc on espère qu'ils vont en revendre plein. Voilà. On n'est pas du tout sur ces chiffres en France, à part l'intégrale qui fonctionne bien. Les nouveautés fonctionnent moins bien, mais c'est un humour génialissime de 7 à 77 ans. Voilà. Sur les stands, on a autant d'adultes qui achètent que d'enfants. Il existe d'ailleurs une version L'ours Barnabé sans parole, qui est très pratique pour amener les enfants à la lecture en fait, et à comprendre ce que c'est qu'un strip en bande dessinée. Ouais, donc ce sont des gags qui existent déjà dans l'intégrale. Ce ne sont pas des gags originaux. Par contre, effectivement, ça permet de démarrer sur des premières BD de 4-5 ans. Voilà, donc ça c'est un petit peu, et le dernier, dans la collection des carnets, on a un livre qui a, je sais pas si tu l'as parce que c'est pas de la bande dessinée, qui est Salam Palestine. Il se trouve que Salam Palestine, quand il a été présenté au Festival de Clermont, il y avait 3 prix, il a rappelé 2 prix et un coup de cœur. Et il est vraiment super intéressant ce Salam Palestine parce qu'il montre la Palestine non pas comme un lieu de conflit mais comme un lieu de vie, et avec des portraits de Palestiniens. Et du coup, on comprend beaucoup mieux la situation par la vie des gens que par des grands discours politiques et militants. Voilà. Donc les auteurs un peu en vue qui sont assez fidèles. Donc Vanida un peu moins, Timothée beaucoup moins, mais voilà. C'est des gens. Vanida fait son 2e album chez nous, Timothée aussi. Carole Morel n'a pas fait son premier album, mais elle a fait son premier album solo. Qui va sortir aux États-Unis d'ailleurs bientôt. Nancy Peña, elle a commencé, alors c'est assez drôle parce que Nancy Peña a commencé à la boîte à bulles, elle a fait une bande dessinée, on va revenir sur ses livres, du chat du kimono, sans même demander à faire de la bande dessinée. Elle m'a écrit à moi, journaliste, en disant tiens, j'ai des pages, des jolies pages, tu pourrais les mettre sur ton site web? Ah non, non, en fait, je vais les publier. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle est devenue auteure de BD. Bon, Philippe Coudray, on en a parlé. Clément Balou, on va en parler, c'est tout son travail sur la mémoire des Vietnamiens exilés. Nicolas Ville en a parlé, Simon Hérault en a parlé. Voilà. Alors, on a cette collection, en essayant de faire simple. L'historique, c'était l'historique, c'était Contre-jour. Alors, il y a un truc très simple sur les jeunes éditeurs, surtout début des années 2000, on commence par le noir et blanc, c'est moins cher. Voilà. Voilà, c'est moins risqué de faire un petit livre noir et blanc que, hop, je n'en veux plus, mais si faire ce livre-là, c'est moins risqué que de faire un livre comme ça, quoi. Ou comme ça. C'est juste des problèmes d'équilibre financier. Pourquoi les petits éditeurs ont fait plein de livres noir et blanc avec le roman graphique noir et blanc, ce qui est super dans les années 90? Parce que ça coûtait beaucoup moins cher. Voilà. Ça coûte, je sais pas, 4-5 fois moins cher de faire ça que ça. Voilà. Donc la boîte à bulles a commencé par du roman graphique noir et blanc. En plus, les auteurs à l'époque avaient envie d'en faire parce que c'était quelque chose qui était un peu dans le vent. Aujourd'hui, on reçoit beaucoup moins de projets de noir et blanc. Ça, c'est pas nous qui forçons les auteurs à faire de la couleur, ce sont les auteurs qui ont des envies. Et maintenant, effectivement, les gros éditeurs sont passés sur du roman graphique avec les Mirages, les Futuro, etc. On a beaucoup plus de couleurs. Donc dans la collection Contre-jour, vraiment les œuvres emblématiques, on l'a vu, il y a Un cruel étrange, il y a Vanida avec son immeuble d'en face, et il y a donc Nancy Peña, hop, qui est là, qui avait commencé avec un cabinet chinois, qui se passait à la Renaissance en Hollande, avec un mystérieux cabinet qui a amené à la rêverie, et qui a continué avec un chat du kimono, qui se déploie en 3 tomes. Voilà, et avec un chat qui sort d'un kimono et qui vient perturber l'histoire. Donc on est vraiment dans un univers japonisme et gravure anglaise du 19e siècle. Madame Nancy Peña est passée par de bonnes écoles et a une culture et une érudition incroyable. Elle a aussi fait Médée chez Casterman. Et chez nous, elle fait aussi dans l'humour, mais on le met après peut-être. Mais je le dis tout de suite, dans l'humour, elle fait ça. Le chat Madame, qui n'est pas le chat à lessive, mais voilà. En fait, c'est l'histoire de son chat, enfin, bon, très fantasmé et très humorisé, je sais pas comment on dit, mais
chat intellectuel. C'est un chat qui a des réflexions intellectuelles, voilà, et qui est chaque semaine dans Le Monde, en ce moment. LeMonde.fr. Voilà, donc il y aura sans doute un troisième tome autour, il y a 2 tomes, et il y aura sans doute un troisième autour du chat des publications dans Le Monde. Voilà, donc Nancy Peña, 3 tomes, c'est vraiment magnifique. Et on a eu cette année 2 sélections Angoulême, ça ne nous était jamais arrivé. Donc on était hyper fiers et juste un peu désolé que ce ne soit pas de la création, parce qu'on fait quand même beaucoup plus de création que de traduction. Mais dans nos livres, on a un livre qui a été sélectionné, qui ne s'est pas vendu, mais qui est absolument génialissime, qui n'est pas là, qui s'appelle Black Project. Black Project, c'est un livre anglais. Alors, quand on dit que je m'interdis rien, ce livre-là, par exemple, j'ai acheté les droits en me disant je ne le vendrai pas. Mais ce livre est tellement génial qu'il faut qu'il existe en français. Et malheureusement, je ne m'étais pas trompé. Mais au moins, avec la sélection, il était un peu plus vu. C'est un monsieur en anglais qui raconte une histoire en broderie et en gravure. Donc si vous regardez la page, elle est entièrement en broderie, sauf la couverture, sauf ces petits éléments-là qui sont en linogravure. Donc tout son récit est comme ça, ce qui donne un côté patchwork assez incroyable. Et son histoire est géniale, c'est l'histoire d'un garçon de X années, on ne dit pas trop son âge, qui a trop peur des filles et qui du coup se construit des copines. En piquant des bas à sa mère, du polystyrène au magasin, et chaque fois il perfectionne ses copines, sauf qu'à chaque fois il se fait flamber. Même une fois d'ailleurs, la copine se fait flamber parce qu'il y a une fête genre feu de la Saint-Jean anglais, voilà. Et donc c'est très drôle, c'est très décalé, c'est très poétique, et c'est très dérangeant. L'auteur le dit lui-même, si on considère que le gamin a 9 ans, on trouve ça très drôle, si on considère que le gamin a 14 ans, 15 ans, on se dit qu'il est mal barré dans la vie. Voilà. Et voilà, c'est un énorme coup de cœur. Je me suis amusé à le faire lire à des ados de 12-13 ans, et c'est assez marrant. Alors il est pervers, mais s'il était dans notre classe, qu'est-ce qu'on en fait? Enfin, voilà. Ça peut être un bon bouquin pour parler de sexualité, de relations. Voilà. Lui, c'est un garçon très intraverti. Mais voilà, c'est un gros coup de cœur qui a été aussi un coup de cœur du jury de sélection Angoulême. Excusez-moi, vous pouvez redonner le titre s'il vous plaît. Il s'appelle Black Project. Merci. Alors, notre deuxième collection, c'est les romans graphiques couleur, puisque maintenant les auteurs ont plus envie de faire de la couleur et que la boîte à bulles s'est un peu développée, on peut se permettre de faire des gros livres. Pour commencer, on a un livre très en phase avec son époque qui s'appelle Le Monde à tes pieds, qui a été en sélection Angoulême, qui est dû à Nadar. Nadar, il a fait des livres en tant que dessinateur chez Futuro. Il a fait Papier froissé et le deuxième, je ne sais plus. Et là, c'est le portrait de 3 personnes, de 3 jeunes de la génération Y. Donc, on a un autre livre sur la génération Y, qui n'arrivent pas à trouver leur place en Espagne, parce que le chômage des jeunes est à 50% en Espagne. Et le troisième récit, qui est mon préféré, met aux prises une fille qui est vraiment déclassée. Elle était prête à faire un doctorat et elle se retrouve télévendeuse. Et il y a une confrontation avec ses parents qui ont lutté sous le franquisme qui est remarquable. C'est assez bouleversant. On a dans cette collection des livres de Bruno Lott. Donc Bruno Lott, c'est un auteur anarchiste bordelais. Non, alors, Le Monde à tes pieds, c'est ça. Fais-le passer peut-être. Oui. Je voulais enchaîner. Sur Bruno Lott. Ouais, Bruno Lott. Donc Bruno Lott qui a fait pas mal de livres chez nous. Je ne sais pas ce qu'on a là. Alors, il a fait un triptyque qui est devenu une intégrale qui s'appelle Mémoire d'un ouvrier, qui est là d'ailleurs. Mémoire d'un ouvrier avant-guerre et pendant l'occupation, et qui est l'histoire de son père qui est toujours vivant, qui va sur ses 100 ans là, et qui raconte donc sa jeunesse quand il avait 16 ans, les grèves de 36, le Front populaire, et toute la période de la guerre, et je trouve que c'est aussi l'époque où son père, donc de 36 à 45, a rencontré sa maman. Et voilà. Et donc c'est vraiment une tranche de vie et une tranche d'histoire de France. C'est remarquable, ça se passe à Bordeaux. Le père de Bruno était ouvrier, donc apprenti puis ouvrier dans les chantiers navals de Bordeaux. Il a aussi fait une histoire qui, elle, est complètement sur l'Espagne, qui
qui s'appelle Les Fantômes de Hermo. C'était sorti en petit livre avant. Et ces Fantômes de Hermo, ça raconte l'histoire de la guerre d'Espagne vue au travers des yeux d'un enfant. Un orphelin qui a la possibilité d'ailleurs d'appeler ses parents à la rescousse. Alors est-ce que c'est des fantômes ou est-ce que c'est dans sa tête? On ne sait pas trop. Mais ça permet de traverser la guerre d'Espagne, toute la première moitié de la guerre d'Espagne, de façon à la fois aventure, historique et avec ce personnage d'enfant très, très touchant. Dans cette collection, on a beaucoup de récits qui ont trait avec le voyage. Alors, on va par exemple citer... alors, Lisa, on le mettra après. Dans Paris, peut-être. Oui, je cherche ce que j'ai. Ah oui, bah, ils sont là, pardon. Donc, on a par exemple Siparis. Siparis, Luca Valéry, c'est sa première BD. Bon, pour une première BD, il a fait 256 pages ou quelque chose comme ça. Il a raconté l'histoire donc de Siparis, qui est un des seuls survivants de l'explosion de la montagne Pelée, en Martinique. Et ce Siparis était un bagnard, enfin un prisonnier, et la prison l'a sauvé, paradoxalement. Et du coup, ce livre est moins sur l'histoire de Siparis qui lui reste dans sa prison, qu'une superbe fresque sur la société de la Martinique au début du XXe siècle et sur les événements de la montagne Pelée. Ça se lit vraiment bien, il y a à la fois un dessin très gros nez et des paysages absolument magnifiques. C'est un événement tragique, mais raconté de manière vraiment très cartoon, très colorée, avec des personnages vraiment fantasques. Donc ça s'aborde très bien, même pour les plus jeunes. Ouais, c'est vraiment une fresque agréable à lire, quoi. Même si elle se termine mal. Bon, les gens auxquels on est attaché, la plupart sont vivants à la fin. Mais voilà. Non, c'est vraiment un récit, on rentre dedans et on en sort à la dernière page. Alors, celui-là il n'est pas sur le point, mais je vous le montre parce qu'il est là. Tempête sur Bangui, on va avoir un tome 2 qui va apparaître à la fin de l'année. Donc là, on n'est pas sur du drôle, c'est les événements de la République centrafricaine racontés en autobiographie. Avec un dessin qui est absolument magnifique. Et voilà. Donc ça, c'est des ouvrages qui ont bien marché. Aussi Paris, ça. C'est considéré comme la référence pour la BD africaine. Et le monsieur a d'ailleurs sorti, vient de sortir chez nous un autre livre qui s'appelle Maison sans fenêtre, qui est sur les enfants en Centrafrique, avec un photographe, reporter anglais. Le mariage du dessin et de la photo fonctionne vraiment super bien. Donc livre coédité avec MSF parce qu'on parle du travail de MSF. Je passe derrière peut-être. Ouais. Premier album, encore une fois, mais quel premier album? Sylvain Denet et Sophie Ladame racontent dans les îles de Chaussée, au large de la Normandie, une sorte de huis clos, puisque c'est insulaire, durant la guerre. L'île est protégée un petit peu de l'occupation parce qu'elle n'est pas stratégique. Les Allemands ne passent qu'une fois par semaine. Et sur cette île tombe un parachutiste américain. Voilà. Et donc le pseudo-équilibre de l'île va basculer avec la présence de ces aviateurs, et en particulier un couple. Voilà. Et ce livre est remarquable en tout point en termes de... Il y a une ambiance très muette, très taiseuse, et des dessins, voilà. Sophie, elle vient du carnet de voyage. Luca Valéry, il vient du dessin animé. En fait, les jeunes auteurs qu'on publie maintenant en premier livre, c'est souvent des gens de 40 ans qui ont déjà fait autre chose avant. Et du coup, on a un niveau de dessin assez balèze. Et je vais finir par Capitaine Tico, là ou pas? Alors, en deux mots, Capitaine Tikhomirov de Gaëtan Nock, c'est l'histoire de la révolution d'octobre, vue au travers des yeux d'un russe blanc qui a laissé ses mémoires à son fils.
et du coup qui a été mis en image par Gaëtan Nock. Et c'est l'histoire d'un russe blanc qui fuit en fait dans la guerre, il cherche à survivre. Il se retrouve même à un moment parmi les rouges. À un moment il est pris en joue et on lui dit rouge ou blanc. Pauvre, il se dit allez rouge. Et c'est bon, il part avec les rouges. Donc il traverse cette guerre de façon non héroïque. Et il va arriver jusqu'en France, où il va s'installer en France. Donc c'est les mémoires d'un immigrant français du début du XXe siècle, mais avec une superbe fresque sur la Révolution d'Octobre. Deux derniers de cette collection, parce qu'elle est très riche actuellement, c'est là où on sort le plus d'ouvrages. Vous avez une super évocation de Madagascar, donc c'est une sorte de Marcel Pagnol de Château de mon père, mais version malgache. Donc ça se lit même jeune, parce que c'est l'histoire d'un accordéoniste malgache qui a appris tout seul, qui a le génie de la musique, et donc c'est toute son enfance à Madagascar. Mis encore une fois en scène par un ancien carnettiste, une carnettiste, d'ailleurs Gaëtan Nock l'est aussi. Quand je vous dis qu'on a ça c'est encore un premier album. Voilà. Donc c'est des gens qui arrivent avec un bagage graphique assez exceptionnel à la bande dessinée. Et Carole Morel, on en a parlé, qui fait un livre. En ce moment, il y a un film qui sort qui s'appelle La Belle et la Belle, qui a exactement le même principe que cette bande dessinée sortie il y a 2 ans, qui est une ado qui se rencontre adulte. Et c'est la confrontation entre les deux personnages, c'est hyper riche. Voilà. Alors, notre collection cœur de catalogue, qui s'appelle Contre-Cœur, ça tombe bien, la collection des témoignages. Donc c'est celle qui, je pense, le hors-champ et celle-là sont les 2 collections les plus emblématiques. Donc c'est là dans cette collection qu'on a plein de témoignages forts. Donc je vous ai parlé de Nicolas Wilde, je ne vais pas y revenir. Le travail de Clément Balou. Sur les Vietnamiens, on a les 4 albums là. Donc Clément, son papa est vietnamien, est vietque, donc exilé vietnamien. Et quand Clément faisait ses études, donc dans les début des années 2000, dans son fanzine, il avait publié 2-3 récits d'exilés vietnamiens, dont son papa. C'est là que je l'ai rencontré, que je lui ai proposé de faire une bande dessinée complète avec différents portraits d'exilés vietnamiens. Ça a fait quitter Saigon, un livre qu'on a enrichi à chaque réédition de nouveaux témoignages. Donc grâce à ce livre, on comprend mieux les soubresauts de l'histoire qu'ont subi les Vietnamiens et pourquoi il y a eu des exils dans les années 40, 50, 60 avec les Japonais, avec les Français, avec les Américains, avec les communistes. Deuxième ouvrage, Clément est allé aux États-Unis, a découvert pas les Charleston mais les Little Saigon des États-Unis, parce que les Vietnamiens se diffusent beaucoup moins dans la population aux États-Unis qu'en France. Et il a recueilli le témoignage de 3 femmes qui sont exilées du Vietnam. Et là, on est moins dans un panorama d'époque que dans des histoires qui vous tirent les larmes des yeux. Une en particulier. Il y a des parcours bouleversants de femmes dans cet ouvrage. Celui-là est a une valeur historique, mais plus la sensibilité qui l'emporte pour moi dans cet ouvrage. Puis Clément s'est rendu à Taïwan pour y retrouver des nouvelles exilées vietnamiennes de l'époque contemporaine. Ce sont des mariés, pas contre leur gré, mais en faisant miroiter qu'ils vont être à Taïwan, qu'elles vont être riches. Et en fait, quand elles arrivent à Taïwan, c'est les pires rustres taïwanais qui veulent des femmes soumises, qui les ont globalement achetées. Voilà. Donc là, on est dans du docu-fiction, basé sur plein de témoignages qui apparaissent dans le livre avec une présentation un peu différente, une présentation de texte. Voilà. Et son dernier livre, qui s'appelle Les Linto, qui est sur les exilés vietnamiens de 1940, qui sont venus aider à l'effort de guerre de façon plus ou moins volontaire, et qui en particulier ont permis à la Camargue d'avoir du riz. En fait, le riz de Camargue, on se pose toujours un peu la question pourquoi il y a du riz là-bas. En fait, c'est la technique vietnamienne qui nous a permis, indo-chinoise à l'époque, on dirait,
qui nous a permis d'avoir ces cultures. Voilà. Donc ça, c'est des albums qui peuvent être lus séparément. Totalement séparément, On est ouais. obligé de prendre le premier et c'est faire c'est amusant parce que le premier est toujours celui qui se vend le plus, alors que vraiment on peut les prendre dans l'ordre qu'on veut, et en festival c'est pareil, les gens ont tendance à prendre le 1. C'est vraiment complètement indépendant, quoi. Si vous êtes plus intéressé par un sujet d'actualité, ou plus par ces trajectoires de femmes, ou plus par comprendre l'histoire du Vietnam, vous pouvez prendre l'un ou l'autre. Je vais aller plus vite sur Chemin de traverse. Maximilien Leroy est un auteur qui était assez prolifique à une époque, avec des portraits intéressants. Il a fait des choses sur Nietzsche, il fait des scénarios sur des anards du 19e. Et il avait commencé avec Sur le mur chez Casterman, sur la Palestine. Et chez nous, il a fait Chemin de traverse, qui est très intéressant parce qu'il fait le portrait d'activistes palestiniens et israéliens qui se tendent la main. Après, on a deux livres rapidement faits avec Amnesty International. Avec Amnesty International, on a fait 7 livres. C'est-à-dire c'est des livres sur lesquels on travaille avec eux, on essaye de trouver le bon contenu, la bonne forme et la pertinence du propos. On a un livre qui est d'une hyper actualité qui s'appelle Doigt d'honneur. Doigt d'honneur, c'est l'histoire de ces femmes qui sont violées en Égypte sur la place publique. C'est-à-dire que quand il y a eu les grandes manifestations sur la place Tahrir, on n'a pas trop parlé, sauf quand c'est des journalistes à qui c'est arrivé. Mais les femmes qui manifestaient pouvaient très bien se retrouver encerclées d'hommes et attouchées, violées sur place. Et c'est un peu ce qui s'est repassé en Allemagne, à Cologne, le jour de la Saint-Sylvestre. C'est exactement le même phénomène. Des hommes qui se lâchent et qui n'ont plus de retenue sous l'effet de groupe. Voilà, et donc cette bande dessinée traite de ce sujet à travers une fiction et plein d'éléments de réflexion. Voilà, c'est un livre vraiment complètement dans l'actualité. Panthers in a Hole, c'est sur des Black Panthers qui ont été détenus à l'isolement pendant 40 ans aux États-Unis. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on peut être maintenu à l'isolement renouvelé tous les 3-6 mois. Et dans les prisons américaines, il y a plusieurs milliers de gens qui sont tenus à l'isolement. Voilà. Eux avaient comme tort d'être Black Panthers et de vouloir faire régner dans la prison un certain ordre moral, éviter les viols, éviter les magouilles, éviter la corruption. Et ils l'ont payé par plus de 40 ans d'internement pour le dernier à l'isolement. Et alors, les Black Panthers, un des Albert Fox a lu l'album notamment et il est préfacé par lui-même. En fait. Ouais, quand on a fait le livre, on l'a fait en collaboration avec Robert King qui était le seul à être sorti de prison. On a essayé de faire rentrer dans la prison les pages et ça a été interdit pour pornographie. Je crois que la seule pornographie qui est, c'est un prisonnier qu'on fouille. Voilà. Sujet toujours d'actualité malheureusement aux États-Unis. Et dans les nouveautés de 3 livres, alors on va continuer sur Amnesty, ça va sortir en octobre, c'est pré-publié sur Jeune Afrique, donc c'est un livre qui a une envie d'être lu sur le web aussi par les Africains. Ça s'appelle La Lucha, c'est sur un mouvement non violent en République démocratique du Congo à Kinshasa. Enfin pardon, pas à Kinshasa, en Congo-Kinshasa. Dans le Kivu, et donc ce sont des jeunes qui sont mobilisés pour améliorer la vie de leurs concitoyens, réclamer leurs droits par la non-violence, des sortes de Gandhi africains, qui sont sans hiérarchie, voilà, qui cherchent à rester purs dans un univers où c'est extrêmement délicat de l'être. Donc ça sort en avril. Après, ça c'était sur les pays étrangers. Sur la France, on a des ouvrages qui sont plus centrés sur soit la société, soit sur les personnes individuelles. Donc les livres qu'on voit qui sont affichés, Ancienneté, c'est un super bouquin sur des ateliers en prison, en quartier des mineurs, excusez-moi, je trouve plus l'expression, tenu par Bast. Et ce livre est vraiment super parce qu'on voit ces ados violentissimes à la fois comme des gros baraques et des petits gamins. Voilà.
Et Bast montre très très bien. Bast, il fait des ateliers de bande dessinée en fait. Il les a fait ces ateliers. Hein. C'est vraiment des ateliers qu'il a fait pendant 3-4 ans à la prison de Gradignan. Osni, c'est le portrait d'un SDF d'origine maghrébine qui a coécrit le livre avec Maximilien Leroy. Cet ouvrage est sur les listes de l'éducation nationale en classe de 5e, je crois. D'ailleurs, Quitter Saigon de Clément Balou, lui, est en classe de 3e, sur les listes de l'éducation nationale. Après, on a un ouvrage très drôle et très dynamique qui s'appelle Le Marathon à la petite semelle. Je ne sais pas si on l'a. Il est là, pardon. Donc c'est Sébastien Sanson, qui a fait un autre livre dont on parlera après, qui raconte qu'il était un antisportif fou, quoi, qui n'a jamais rien fait en sport, malheureusement. Mais il est tombé amoureux d'une femme qui fait le marathon, voilà, maintenant elle fait les triathlons. Non, Ironman maintenant. Ironman, voilà, en triathlon. Et lui, du coup, un jour, au cours d'un dîner, il a dit bah, moi aussi je fais le marathon de New York. Voilà. Et donc, il raconte tous ces états entre j'ai que la gueule jusqu'à je le fais. C'est à la fois très drôle et très beau parce que vraiment il passe par toutes les étapes de mais pourquoi je me suis engagé là-dedans, il s'en veut énormément, il a honte, alors du coup il court tout seul, il court pas avec sa femme qui s'inquiète un peu pour lui en lui demandant mais qu'est-ce qui va t'arriver quoi, est-ce que tu es sûr de pouvoir le faire, et il dit oui, et en fait à la fin il le fait et on suit, il se met une GoPro sur la tête et en fait on le suit dans ce marathon et c'est hyper émouvant parce qu'en fait il a réussi, c'est vraiment un dépassement de soi et c'est très beau comme récit. C'est marrant parce qu'il a utilisé le même principe que le dessin animé il a son corps qui lui parle. Comment il s'appelle Histoire de la vie. Voilà, il y a les organes de son corps qui lui disent qu'il faudrait qu'il arrête de déconner. Quoi. Donc ça c'est un ouvrage hyper drôle et qui se lit très bien, et même si on n'aime pas le footing, ça se lit extrêmement bien. Après, plus sur la maladie, alors on a le syndrome du petit pois qui n'est pas là, qui est un pavé énorme de plus de 300 pages. Domas raconte sa relation à sa mère qui a Alzheimer. Donc Domas est un mec très positif, très solaire. Sauf qu'un jour, sa maman a Alzheimer et il ne le reconnaît plus. Et il a des problèmes dans son couple. Voilà. Et du coup, il raconte syndrome du petit pois, c'est-à-dire tout devrait être bien dans le meilleur des mondes. Et je me rends pas compte que les étapes par lesquelles je passe sont normales et que je dois passer outre. Voilà, et donc c'est un super bouquin, là on est vraiment dans l'autobiographie. Autre autobiographie plus médicale, le journal d'une bipolaire, de Sébastien Sanson aussi. C'est une bipolaire avec son père, donc Émilie Guillon et Patrice Guillon, qui raconte la vie d'Émilie Guillon quand elle se découvre bipolaire. Donc là, maintenant c'est un des ouvrages de référence sur la bipolarité, postfacé par le spécialiste de la bipolarité en France. Un livre qui allie le médical et qui est très drôle, sur un sujet qui n'est pas en théorie, c'est De père en fives. De père en fives, c'est la fécondation in vitro pour un couple vu par le mec stérile. Et du coup, c'est plein d'humour et c'est plein de tendresse sur un sujet où on pourrait s'attendre à plus de larmoyants. Voilà. Dans la secte, c'est un des premiers livres qu'on ait fait dans cette collection et c'est sur la scientologie. Donc ça se lit comme un thriller, vraiment. Ouais. Et le dernier qui avait eu le prix du jury œcuménique, qui s'appelle Little Joséphine, qui est écrit par une infirmière à domicile parisienne, qui elle est disponible aussi. C'est l'histoire de sa relation avec une patiente qui avait une démence sénile. Et donc ça parle à la fois de sa relation à cette personne, les problèmes de tutelle, les problèmes de curatelle-tutelle. Voilà, le dénuement des personnes âgées qui sont dans les appartements parisiens et la maltraitance aussi. Un peu la maltraitance, et par exemple quand on est dans une association, la personne qui doit apporter le repas le samedi dimanche n'est pas là, les petits vieux ils mangent pas. Voilà. Mais tout ça dit avec énormément de poésie. Ça s'appelle Little Joséphine parce qu'il y a une référence permanente à Little Nemo qui rêve dans son lit, parce que cette dame elle rêve dans son lit. Alors la nouveauté dans cette collection, avec, je vous ai présenté Lucha, celle-là elle est déjà sortie, ça s'appelle La balade est dangereuse. C'est fait par deux sœurs belges, les sœurs Hermans. C'est hyper bien écrit, c'est très positif, hein. C'est le journal d'une incarcération, donc le sujet peut paraître lourd,
Mais le personnage dont on parle, Valérie Zézé, est quelqu'un qui a étudié, qui a beaucoup de réflexions sur elle-même. Et du coup, elle parle de son parcours, elle était prof de français, elle est tombée dans la toxicomanie, donc sur les petits vols pour se payer, et même les vols pour aller en prison. C'est-à-dire que quand elle commence à dérailler trop, elle fait un vol volontaire pour se retrouver en prison. Et le livre se termine sur une rédemption. Donc on est sur un livre très positif, et très prenant, très émouvant. C'est un très très beau témoignage, hyper bien écrit par Delphine Hermans. Voilà, avec un dessin à l'aquarelle. Voilà, si vous voulez regarder. Voilà. Donc là on a fini la bande dessinée adulte. En jeunesse, on a commencé donc par l'ours Barnabé. Et après on a adopté une ligne éditoriale autour de l'ours Barnabé qui est on veut des livres qui fassent marrer les gamins mais aussi les adultes. Et du coup dans cette optique, on a publié alors par exemple Princesse Libellule, donc là on s'amuse avec toutes les filles et les dames qui veulent être princesses et qui attendent leur prince charmant. Et en fait, on retrouve tous les clichés de la princesse, hein, sauf qu'ils sont renversés, c'est-à-dire qu'en fait, elle s'emmerde à sa fenêtre à attendre. Son miroir lui dit qu'elle est moche. Et elle n'a pas envie de suivre les cours de sa conscience, etc. Et au 3e tome, ça se finit qu'elle va chercher elle-même son prince. Voilà. Un ouvrage pour les petits, c'est Loulou ne veut pas grandir. Il se trouve que c'est moi qui l'ai scénarisé d'après l'histoire de mes filles. Donc Loulou ne veut pas grandir, c'était ma grande, qui aujourd'hui a 20 ans, qui était... comment dire, chaque enfant a des éléments qui se développent plus vite chez lui. Et elle, c'était la réflexion intello, quoi. Et du coup, à 3 ans, le jour de son anniversaire, elle s'est mise à pleurer en disant « Je veux pas grandir parce que si je grandis, vous allez vieillir et mes grands-parents vont mourir. » Je sais pas si vous voyez l'ambiance d'anniversaire, super. Merci ma fille. Voilà. Et donc les parents vont galérer au cours de cet anniversaire pour essayer de montrer à leur fille que grandir c'est quand même pas si mal. Alors par contre j'ai décalé d'un an parce qu'on m'a dit que c'était pas crédible un enfant de 3-4 ans qui disait ça. Donc j'ai menti sur l'âge pour que ce soit plus crédible. Mais en fait elle avait vraiment 3 ans et demi. Et la deuxième histoire un peu dans le même esprit, vous savez on dit toujours aux enfants de mentir sur leur âge, il faut que c'est un peu plus grand, un peu plus petit pour qu'ils aient droit, pour qu'ils soient gratuits. Donc là les parents vont chez Ikea, veulent faire mentir la petite sur l'âge pour qu'elle aille jouer dans les balles, et la grande, anecdote réelle, je n'irai pas jouer dans les balles, pourquoi ? Parce qu'on ne ment pas dans ma famille. Une gamine hyper sympa. Voilà, donc ça se lit des 5-6 ans parce que c'est des bulles bien grandes, voilà, on est vraiment dans une approche... Il n'est pas sur la présentation, mais comme c'est Simon Hureau, notre auteur fétiche, on a ce livre-là qui est en liste CM2 6e, qui s'appelle L'Empire des Hauts Murs, qui est un très bon premier roman graphique, on va dire, pour pré-ado. C'est l'histoire de 2 garçons qui vont dans une maison abandonnée. Et dans cette maison abandonnée, ils construisent leur royaume de jeu avec d'autres enfants. Et Je suis pas petite, c'est des petites histoires d'une fille qui fait ses expériences. Et notre série en cours, une série complètement mignonne, délirante. Quand j'ai décidé de la publier, je ne savais pas trop quel âge c'était. Visiblement, ça s'appelait à peu près tous les âges. Ça s'appelle Ravenne et l'ours. C'est l'histoire d'une petite fille qui a perdu ses parents et qui, du coup, entre par erreur dans l'antre d'un ours, sympathise avec lui, et après, ils partent dans un univers un peu de jeux vidéo, on va dire, et de contes de fées, à la recherche des parents. C'est complètement délirant, absurde, mignon, tout ce qu'on veut. Alors c'est un format bizarre, hein. C'était aussi ma peur, c'est qu'il y a 5 ou 6 strips par page, mais on ne peut pas le retoucher. Donc ça c'est une série qui continue, le 2e tome sort dans 3 mois. Voilà pour la jeunesse. Et pour finir, nos carnets de voyage, un reportage. Donc en fait, comme nos bandes dessinées sont très souvent sur l'étranger, sont très souvent sur le voyage, on a ouvert la porte à cette collection de carnets de reportage, avec donc cette volonté que ce ne soit pas un carnet de voyage, ils sont beaux mes dessins, il était bien mon voyage, mais vraiment avec un angle éditorial.
Donc Fleur de Tchernobyl d'Emmanuel Lepage, c'est sur Tchernobyl. Salam Palestine, c'est sur la Palestine. Palestine dans quel état, c'est pareil. Des gorilles et des hommes, c'est un reportage sur des chercheurs du CNRS qui observent les gorilles au Congo. Compil Asicomicus, c'est des résidences d'auteurs en Indonésie. Et Cuba en 45 de la Révolution, c'est un peu un point sur la société cubaine de nos jours. 45 ans après la Révolution. Et plus près de chez nous, Villiers-Rebelle. Alors Villiers-Rebelle est un bouquin qui est sur Villiers-le-Bel, mais qui est globalement une radiographie des banlieues. Il n'y a pas que les gens de Villiers-le-Bel qui peuvent s'y intéresser. C'est vraiment un livre qui a une portée plus forte. Paysanne est un superbe livre sur les paysannes, mais là on vous fait un peu une vacherie parce qu'il n'est pas disponible. Il est épuisé. Brest-à-Quai, c'est un pavé énormissime sur tous les métiers de quai de Brest, tous les métiers de marin, les métiers en rapport avec la mer. Et Brinque-Ballée, c'est un ouvrage sur des mémoires d'immigrés en France. Ah oui, j'ai oublié l'humour. Donc l'humour, on veut de l'humour décalé, nous. Alors pour moi, ma bible de l'humour, c'est Je suis heureux par vengeance, c'est un énorme pavé. Alors il faut savoir que Philippe Coudray, qui fait l'ours Barnabé, son frère s'appelle Jean-Luc Coudray, et c'est les Dupondé et Dupontet de la BD. Ils se ressemblent énormément, ils ont le même humour. Il y en a un qui écrit des textes, qui fait un peu de dessin, et l'autre qui fait de la BD uniquement. Ils sont pas jumeaux, Ils sont jumeaux, oui. Ah oui, quand vous les voyez, c'est la stéréo. La première fois que je les ai vus, moi j'étais en train de discuter avec eux, j'ai le deuxième qui arrive derrière, ça m'a fait bizarre. Bon, enfin, et donc ils ont un humour très poétique, absurde poétique, et je suis heureux par vengeance. Il y a plein de remarques sur notre monde contemporain. C'est des gags à la fois très ancrés dans notre époque et en même temps intemporels. Alors il y a l'usage du code collection tout à l'heure. Et pour finir, je vais vous montrer juste un des derniers livres. Voilà, qui est une nouveauté du mois, qui s'appelle Dryade. Voilà, un livre un peu culotté aussi. Un premier livre d'une auteure belge. C'est deux filles qui se rassemblent et qui se rencontrent, pardon, et leur couple entre guillemets, même s'il n'y a rien d'amoureux, enfin de sensuel dans leur relation, leur tandem a la capacité de guérir, a la capacité de donner vie à des dessins. Voilà. Et c'est dans le Bruxelles actuel, c'est d'une beauté sublime, une poésie extrême. Voilà, avec nous quand on fait de la science-fiction, c'est du fantastique qui doit être poétique. Pour pas mal d'ouvrages, vous pouvez regarder sur notre site, on a des fiches pédagogiques. Donc c'est-à-dire que si vous avez des professeurs que ça intéresse de travailler sur des ouvrages, on a des fiches pédagogiques à disposition, et si certains professeurs, en particulier de collège, s'intéressent à nos bandes dessinées, à certaines de nos BD et veulent travailler dessus, on veut bien les aider pour faire des fiches pédagogiques et on les rémunérera en bouquin. Voilà, donc c'est comme ça on développe des fiches pédagogiques par des enseignants. Et cet hiver, on a eu de la chance à Angoulême, on avait plusieurs expositions. On en a eu une au temple sur le pasteur John Bost, qui est un des précurseurs du traitement des maladies du handicap. C'est le premier à avoir accueilli des handicapés en milieu ouvert et pas dans des culs de basse-fosse, des prisons, etc. Et on a eu une autre exposition à la Maison des Peuples et de la Paix, avec qui on a développé une exposition sur nos 15 ans. Donc on a une exposition disponible en PDF, on aura bientôt même les supports papier, voilà, si ça vous intéresse, qui retrace les albums clés sur 15 ans. Donc ça, il suffit de nous le demander, le PDF, on vous le donne. On vous le donne gratuitement bien sûr. Et on finissait juste avec, on a un Facebook bien sûr, on a un site, on a une newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire. On fait une newsletter mensuelle, on vous emmerde pas tous les 3 jours. On cherche à être raisonnable. Une newsletter mensuelle qui vous donne accès à tous les PDF lecture en ligne et que vous devez déjà recevoir. Voilà. Et pour finir, parce que j'ai vu que les livres... Alors, parce que j'ai vu que les livres étaient là, pour les 10 ans, je m'étais amusé à faire une bande dessinée de 48 pages qui raconte 48 événements de la vie de la boîte à bulles
et qui présente 48 livres de la boîte à bulles dessinés par 44 dessinateurs différents. Donc c'était un peu conceptuel. Par contre, ça donne bien l'ambiance de ce que c'est comme galère que de faire et comme plaisir, hein, mais aussi comme galère, comme passion, de faire fonctionner une maison d'édition. Il en reste quasiment plus, parce que voilà. Et donc en tant que scénariste, parce que je vois qu'ils sont sur la table, juste pour info, donc moi j'ai travaillé sur ce livre-là, qui est publié à la boîte à bulles, et j'ai travaillé sur ces deux ouvrages-là qui étaient parus chez Sarbacane. Des biographies 19e. Voilà, je suis passé de l'Anard au Pasteur, c'est pas mal. Hein. Merci beaucoup.